Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 23 décembre 2022, l'occasion de vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. Au sommaire cette semaine, 4 articles. La pollution plastique générée par Amazon n'a jamais été aussi élevée, à lire sur siècledigital.fr. Ces nouveaux profils consommateurs que la grande distribution doit convaincre, à lire sur acturetail.fr. Amazon, ces robots qui font la loi, à lire sur le JDN. Et enfin, le numérique peut représenter jusqu'à 30% du bilan carbone d'un e-commerçant, à lire sur acturetail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter les clients et les prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et évidemment, toujours sans coupure. La pollution plastique générée par Amazon n'a jamais été aussi élevée, à lire sur siècledigital.fr en date du 21 décembre 2022. Amazon, géant du e-commerce, serait aussi un géant de la pollution. Selon un rapport publié par l'organisation non gouvernementale Oceana, les activités d'Amazon auraient généré près de 709 millions de tonnes de matière plastique en 2021. Les déchets proviennent principalement des emballages nécessaires au transport des 7,7 millions de colis livrés par Amazon chaque année. Le type de plastique utilisé dans la fabrication des emballages est particulièrement polluant en raison de son faible degré de recyclabilité et la facilité avec laquelle il se propage dans les milieux naturels, particulièrement aquatiques. Alerte greenwashing. Tenter de mesurer l'empreinte environnementale d'Amazon est une tâche ardue. La pollution générée par la société de commerce en ligne est l'objet de tabous volontairement entretenus par ses dirigeants. Malgré les demandes répétées des actionnaires pour plus de transparence et le vote d'une résolution par les investisseurs, Amazon reste laconique sur le sujet. En guise de réponse, Amazon a publié un article de blog révélant comment l'entreprise réduit le packaging de ses colis et évalue sa production annuelle de matières plastiques à usage unique à 214 millions de tonnes, soit 3 fois moins que le chiffre d'Oceana. Les calculs ne sont pas bons. Selon Matt Littlejohn, vice-président et chargé des initiatives stratégiques au sein d'Oceana, le chiffre mis en avant par Amazon inclut seulement les entrepôts directement exploités par l'entreprise et pas les centres administrés par des vendeurs tiers, alors que ces derniers participent activement au dynamisme économique de la société américaine. Les initiatives existantes, comme le lancement de programmes de sensibilisation des consommateurs et l'octroi de subventions à des infrastructures de collecte de déchets, sont également pointées du doigt par Oceana pour leur inefficacité. Ces dernières reposent sur le recyclage du plastique et non pas sur la réduction de son usage. Amazon, le mauvais élève. Les activistes environnementaux appellent Amazon à se doter d'une stratégie à la hauteur des enjeux climatiques. Oceana exhorte Amazon à réduire l'empreinte carbone des produits vendus sur la marketplace, à définir des objectifs de réduction de son empreinte carbone et à communiquer régulièrement sur ses avancées, à l'image d'autres sociétés comme Unilever ou Mondelez. Le rapport d'Oceana pourrait servir à enrichir le travail législatif en cours des commissaires européens, compte tenu du puissant levier de changement que représente la contrainte réglementaire. En effet, la Commission européenne a défini des critères de réduction d'usage du plastique dans le secteur du e-commerce, poussant Amazon à ne pas utiliser de sacs, sachets et coussins d'air en plastique à usage unique. Cette proposition sera prochainement soumise à l'approbation du Parlement européen et du Conseil. Ces nouveaux profils consommateurs que la grande distribution doit convaincre, à lire sur acturetail.fr en date du 22 décembre. Depuis plusieurs années, la grande distribution enregistre une croissance continue grâce à une offre variée et de qualité, mais son modèle actuel semble avoir atteint ses limites face à l'émergence de nouveaux profils de consommateurs.
Pour maintenir sa croissance, la grande distribution n'a eu de cesse de se réinventer depuis plusieurs années. Elle a misé sur la qualité et la quantité pour attirer la clientèle. Elle a également parié sur les technologies pour faciliter le parcours d'achat. Cependant, parallèlement à la montée de la conscience écologique, les consommateurs ont de nouvelles exigences. Vente en vrac, lutte anti-gaspillage. Si leurs attentes sont diverses, des experts de la grande distribution les classent en 3 catégories dans une enquête pour la Tribune. Selon cette étude, il y a aujourd'hui 3 types de clients très spécifiques, à savoir les concernés, les suffisants et les alternatifs. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques ? D'après les spécialistes, les concernés sont les personnes très réactives. Elles recherchent constamment de l'information sur les produits, composition, provenance, méthode de fabrication. Elles privilégient aussi les achats chez les spécialistes du bio et utilisent des bocaux ou des sacs réutilisables pour leurs courses. Enfin, ces consommateurs s'engagent pour la lutte anti-gaspillage et le vrac. Récupération, autoproduction, économie locale. Les suffisants, eux, n'achètent que les quantités dont ils ont besoin. Ils misent plutôt sur la qualité et la durabilité des produits. Ces clients défendent l'économie locale ainsi que les conditions de travail. Quant aux alternatifs, ils préfèrent s'éloigner des circuits de distribution traditionnels pour aller vers des circuits de dons et de la récupération. Ils privilégient aussi l'autoproduction et l'échange entre particuliers. Repenser le rôle des retailers dans la société. Les enseignes de la grande distribution doivent prendre en compte ces 3 nouveaux groupes de consommateurs pour survivre dans la société post-croissance. Elles auront intérêt à mettre en place une stratégie sur mesure. Plus globalement, il est urgent pour elles de repenser leur rôle à travers de nouveaux modèles de vente plus respectueux de la planète et plus personnalisés. Il faudra également renforcer l'accompagnement des clients dans la satisfaction de leurs besoins. Amazon, ces robots qui font la loi, à lire sur le journal du net en date du 19 décembre. Sur la marketplace Amazon.fr, les vendeurs se font régulièrement bloquer leurs fiches produits ou leurs comptes par des robots du géant du web. Un compte bloqué, une fiche produit verrouillée, une question posée au service d'aide, chaque problème est traité avec la même politique chez Amazon, de la manière la plus standardisée et rapide possible. Derrière les réponses laconiques de la plateforme, se cache-t-il des robots ou des humains ? La nuance n'est pas claire pour les agences spécialisées qui traitent régulièrement avec les outils et les services de la marketplace d'Amazon. Nous ne savons jamais trop si notre problème est traité par un robot ou un humain, l'information n'existe nulle part. Amazon fonctionne par des algorithmes et de l'IA. À certains endroits, c'est plus visible qu'à d'autres. Lors d'échanges avec le support, les premières réponses semblent clairement générées par des ordinateurs qui vont repérer le problème à partir des mots-clés et produire un message type. Il va falloir insister avant d'avoir un humain en face, raconte Alain Retière-Lehideux, le fondateur de Trade Booster, une agence qui accompagne les marques sur les marketplaces et Amazon. Il doit y avoir des millions de requêtes par jour, donc le premier filtre se fait par un robot. Nous savons rarement s'il y a quelqu'un derrière ou pas. Même les humains ont des manières d'écrire standardisées chez Amazon, confirme Ludovic Zadunavski, responsable des opérations chez Kruga, une agence spécialisée dans l'accompagnement sur Amazon. Pour l'expert, il y a 2 règles à respecter. Lorsqu'on fait face au service support d'Amazon, ne pas s'énerver et répondre calmement et factuellement. Amazon déteste que l'on rédige des phrases alambiquées. Il faut être clair, concis et efficace. En fonction de la qualité de l'échange, un score est attribué. Si les messages sortent trop du cadre, Amazon mettra longtemps à répondre. Pour Laurence Taylor, le président de Retail for Brands, un spécialiste d'e-retail marketing, les robots ne sont pas systématiques derrière les réponses d'Amazon. La gestion des tickets, les produits bloqués, FBA vont être automatisés le plus possible, mais nous allons aussi échanger avec des personnes qui vont répondre de manière artificielle. Derrière, il y a surtout une armée d'équipes support à l'étranger qui répondent à partir d'un protocole. Pour Alain Retière-Lehideux, le terme de robot est utilisé par facilité pour désigner l'algorithme et l'intelligence artificielle d'Amazon qui traitent les problématiques des vendeurs sur la marketplace. L'algorithme correspond plutôt aux campagnes promotionnelles, à la publicité, il va définir la visibilité d'un produit et c'est purement mathématique. L'IA et les chatbots impliquent une partie textuelle, de l'analyse sémantique. À partir de mots-clés, ils vont être capables de sortir une information concernant une mise en conformité ou une autre réponse standard, explique le fondateur de Trade Booster.
Kevin Busaglo, CEO et fondateur de Deploy, une agence experte d'Amazon, assure de son côté, les blocages de fiches, produits et de comptes se font par les algorithmes d'Amazon et sont paramétrés pour prendre des décisions automatiques. Une fiche produit peut être suspendue parce qu'un robot l'a scannée et qu'elle contient un ingrédient interdit. Le ranking des produits parmi les requêtes se fait aussi via l'algorithme. Face à un problème, les marques doivent se débrouiller pour trouver une solution rapidement. Le service support est en Inde et fait face à un énorme turnover. Nous connaissons parfois Amazon mieux qu'eux. Nous allons souvent leur indiquer directement quoi faire pour nous débloquer, continue le fondateur de Deploy. Au-delà des robots, pour Ludovic Zadunavski, ce sont les politiques d'Amazon qui comptent. Que ce soit un robot ou un humain, la réponse sera basée là-dessus. Il faut bien les lire, bien les comprendre pour analyser les situations, raconte le responsable des opérations de Kruga. Laurence Taylor évoque lui aussi le respect des business rules, ces règles fixées par Amazon pour assurer une certaine qualité de service. Quand il y a trop de commandes en retard, ce n'est pas un robot qui agit, mais ce sont des business rules qui ne sont pas respectés, des alertes liées au suivi des KPIs. Ces règles algorithmiques sont mises en place pour identifier les problèmes de fraude, de rupture de stock ou de non-conformité. Derrière chaque blocage, il y a toujours des motifs et une explication, complète le président de Retail for Brands. Blocage de comptes et de fiches produits. Quelle que soit la cause, le blocage de comptes ou de fiches produits n'est pas rare sur la marketplace. Aux États-Unis, il y a des agences spécialisées uniquement dans le déblocage de comptes, illustre Laurence Taylor. Les marques viennent régulièrement nous voir pour des questions de blocage de comptes car nous connaissons le fonctionnement de la marketplace, nous comprenons mieux l'algorithme et ses subtilités. Le principe chez Amazon, c'est de bloquer et de questionner après, continue Ludovic Zadunavski. Les motifs de blocage de fiches produits sont multiples. Fraude, qualité du produit, dangerosité, produit qui ne correspond pas, fort taux de retour, etc. En règle générale, les blocages vont dans le sens du consommateur. Il s'agit aussi pour Amazon de se conformer au droit à la consommation en vigueur et de proposer une qualité de service correspondant aux attentes de ses clients. Ces blocages de fiches produits sont souvent dus à un manque d'informations. On la rajoute simplement et la fiche est débloquée, assure Laurence Taylor. D'après le président de Retail for Brands, le blocage de compte est plus rare et peut être dû à la liaison à un autre compte bloqué. Quand un individu a plusieurs comptes et que l'un est bloqué, tous les autres peuvent l'être. Pour Alain Ritière, le I2, les fiches A+, et leurs outils marketing sont scrutés au plus près. Amazon a des moteurs qui vont identifier à partir des outils marketing les problèmes vis-à-vis des réglementations en vigueur et conduire à des blocages suivant l'apparition de certains mots-clés. Ils vont entraîner la demande de certaines certifications ou d'informations complémentaires pour débloquer la fiche produit. Pour Amazon, tout ce qui est dit doit être prouvé. Amazon peut tout entendre tant que c'est prouvé, ajoute Ludovic Zadunavski. Pour rétablir la situation, Amazon va réclamer la mise en place d'un plan d'action indiquant ce qui s'est passé, expliquer comment le problème a été résolu et qu'est-ce qui est mis en place à l'avenir pour que cela n'arrive plus. En cas de contact avec le support d'aide dans la console Seller centrale, le responsable des opérations de Kruga conseille de bien sélectionner la typologie de questions pour tomber sur le bon service. Le service redirige de manière un peu aléatoire. Il vaut mieux aller un cran en dessous, sinon la réponse sera interprétée et souvent mal comprise, ajoute-t-il. Le support est organisé autour de différentes subdivisions. Il y a le support opérationnel, le support brand registry, le support ads et le support expédition FBA. L'objectif est de tomber sur le bon. Pour un problème de saisie, de AN ou de SKU, nous pouvons tourner en rond pendant plusieurs mois car le système est très complexe et le support a un fort turnover, explique Alain Ritière, le I2. Pour Ludovic Zadunavski, tout ceci est lié à la politique de l'entreprise. Ils ont tellement de données à traiter, ils doivent se décharger des problématiques au plus vite finalement. Pour qu'un produit arrive en 24 heures, ce sont 1000 étapes à gérer et une grosse mécanique derrière. Et une petite armée d'humains et de robots.
Le numérique peut représenter jusqu'à 30% du bilan carbone d'un e-commerçant. Interview de Nicolas Mouret, Green Metrics, à lire sur acturitel.fr en date du 19 décembre. Alors que 85,5% des internautes français achètent sur Internet, l'impact environnemental du numérique devient un enjeu incontournable pour les retailers et en particulier pour les e-commerçants. Symbole de cette préoccupation grandissante, la start-up Green Metrics a levé l'an dernier 1,8 million d'euros pour mesurer l'empreinte numérique des entreprises sur l'environnement. Entretien avec Nicolas Mouret, CEO de Superplayer du pilotage de la pollution numérique en entreprise. À quel point la vente en ligne est-elle polluante ? Clairement, la vente en ligne a un impact, mais si l'on compare la vente d'une paire de chaussures en ligne versus en magasin, ce qui signifie l'ouverture de la boutique et le déplacement du client, il est évident que l'impact du physique sera plus important. À partir de ce constat, ce n'est pas parce que le canal du numérique pollue moins que la vente traditionnelle qu'il ne faut pas en mesurer l'impact. Il existe aujourd'hui des moyens de parvenir à une sobriété énergétique du numérique via des logiques d'éco-conception, tant au niveau des contenus que du développement des sites internet ou des campagnes d'e-marketing. Chez Green Metrics, nous nous sommes axés sur la partie numérique pour 2 raisons majeures. La première est qu'il s'agit du secteur pour lequel la consommation électrique connaît la plus forte croissance. Si le numérique représente en 2021 environ 4% des émissions de gaz à effet de serre, ce chiffre pourrait doubler voire tripler si cette croissance demeure aussi soutenue. Une réunion par visioconférence, par exemple, nécessite non seulement une connexion chez tous les participants, mais également des data centers et des réseaux pour gérer tous les flux communicants. Pour un retailer qui a une activité en ligne, le numérique dans son ensemble peut représenter jusqu'à 25 ou 30% de son bilan carbone. Cela inclut aussi bien l'interface en ligne que les équipements. En réalité, aucune activité ne peut aujourd'hui se passer du numérique, que l'on vende en ligne ou non. C'est pour cela que nous avons développé plusieurs outils pour adapter nos mesures aux spécificités de chaque secteur d'activité. Après avoir étudié dans le détail plus de 300 sites, nous sommes parvenus à la conclusion suivante. Un site internet qui génère environ 1 million de visites équivaut à l'émission de 10 tonnes de CO2, sans tenir compte du fait que pour acheter en ligne, un consommateur doit lui-même disposer d'un téléphone ou d'un ordinateur dont la fabrication n'est pas neutre d'un point de vue environnemental. Quelles sont les activités numériques les plus polluantes pour un e-commerçant ? En interne, les usages représentent 30% de la pollution numérique d'une entreprise. Les 70% restants sont plutôt liés aux équipements, en tenant compte de la phase de fabrication et de leur durée de vie. Plus cette durée de vie se prolonge et plus l'impact de l'équipement concerné se réduit. C'est pourquoi nous cherchons également à mesurer pour nos clients l'impact positif d'un prolongement de 6 mois ou d'1 an de leur parc informatique. Cet impact positif est bien sûr à la fois environnemental et financier. Pour un site internet, ce sont les contenus multimédia qui nécessitent le plus d'énergie et donc génèrent le plus de pollution. Il s'agit des vidéos et des photos. C'est souvent le premier levier à actionner en communiquant différemment ou en optant pour des solutions de compression pour parvenir à plus de sobriété numérique. Il y a ensuite l'aspect parcours lié au poids d'une page internet. Quand vous allégez ce poids, cela a 2 impacts. D'une part, une amélioration de la vitesse de téléchargement de la page et d'autre part, une limitation de ses conséquences environnementales. Comment l'empreinte carbone d'une activité numérique se mesure-t-elle ? Nous avons construit un référentiel et une méthodologie en nous appuyant sur un comité scientifique. Celui-ci se compose notamment d'un professeur de l'INRIA, spécialisé en frugalité numérique, et un ancien ingénieur de Google qui travaille plutôt sur l'intensité carbone par pays en fonction des conditions météorologiques et de la nature de l'énergie circulant dans les réseaux. C'est ce que nous permet d'avoir un gain de mesure plus fin, puisque cette intensité n'est pas la même selon la typologie d'électricité utilisée par un utilisateur pour recharger ses batteries. De même pour le data center et les gestionnaires de cloud, dont l'intensité carbone sera différente en fonction de là où ils se trouvent. Sur la partie site internet, nous remontons les informations des outils analytiques utilisés par un e-commerçant pour connaître le type d'équipement, ordinateur ou mobile, à partir duquel les internautes se connectent. Nous identifions également le lieu géographique où il se situe, ce qui nous permet d'appliquer une pondération de l'intensité carbone. Et nous analysons le volume de données qui a transité lors des différentes visites, tout en tenant compte du lieu où est hébergé le site concerné et l'alimentation qui lui est nécessaire. Nous agrégeons tous ces segments que nous additionnons
et pondérons. Cela nous permet alors de formuler des recommandations à destination du e-commerçant en signalant les pages les moins et les plus polluantes. Ces recommandations peuvent être par exemple d'optimiser les contenus multimédia, d'opter pour d'autres pratiques en matière d'interface utilisateur ou bien encore de réduire le nombre d'interactions nécessaires, ce qui améliore en outre le taux de conversion. Nous sommes d'ailleurs incubés chez Content Square, nous sommes ainsi capables de mettre en corrélation des données environnementales ou sociales avec d'autres indicateurs plutôt portés sur la performance. Je parle de données sociales car nous retenons également des critères d'accessibilité des différentes pages, bien que nous ne soyons pas une solution de mise en conformité. L'idée étant d'aborder l'enjeu RSE dans un sens global et non uniquement au travers du prisme des ressources environnementales. Quel est l'intérêt pour un retailer de mesurer son impact numérique ? Cet intérêt est double. Le premier est un enjeu d'image et d'engagement. Quand la majorité de l'impact environnemental d'un retailer est liée à sa présence numérique, il y a urgence à traiter cette dimension. Le second est de pouvoir actionner une démarche d'amélioration de la performance en étant plus green. Une organisation va pouvoir progresser sur certains indicateurs extra-financiers. Certaines marques, par exemple dans le secteur du luxe ou des médias, ne peuvent faire une croix sur la diffusion de vidéos depuis leur site web. Mais des possibilités d'optimisation existent toujours. Ce qui importe, c'est de prendre en compte les spécificités de chaque activité pour permettre simultanément de devenir plus green et de booster ses performances. Vous avez récemment publié une étude comparative sur l'impact environnemental des sites web. Comment se situent les acteurs de la distribution par rapport aux autres secteurs ? Un premier enseignement est que les secteurs du luxe et des médias font partie des plus impactants en termes de pollution numérique. Cela s'explique par leurs besoins importants de contenu vidéo pour pouvoir communiquer. Au contraire, le secteur de l'immobilier a tendance à figurer parmi les secteurs les moins impactants. Nous nous sommes également aperçus d'écarts assez conséquents au sein d'un même secteur. Une enseigne peut avoir un impact 2 à 3 fois inférieur à celui d'un concurrent direct et pour un indicateur donné comme le poids moyen de ses pages Internet. Cela démontre un réel besoin de sensibilisation des organisations quant aux démarches qu'elles peuvent engager en matière de sobriété numérique. Les secteurs du fashion et de l'alimentaire se situent plutôt à des niveaux médians. Quelles sont les recommandations phares à promouvoir pour limiter l'impact numérique des retailers ? Il y a des aspects techniques comme la limitation des fichiers CSS ou des requêtes HTTP. Ce sont des leviers courants et réguliers. Autrefois, un développeur devait coder sur une disquette à périmètre restreint et il y arrivait très bien. Nous devons renouer avec cette logique car ne plus avoir de limite de code fait qu'il y en a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'incitation à parvenir à un résultat donné avec un nombre minimal d'instructions. Et en matière du X et du Y, certaines polices de caractères peuvent être allégées. Il y a ensuite un sujet de limitation de l'usage de l'autoplay des vidéos ou de taille du DOM. D'autres décisions sont plus stratégiques, par exemple en misant sur du référencement naturel plutôt que sur des campagnes publicitaires afin de réduire les interactions et les clics générés. Enfin, les choix que vous faites en matière d'hébergement ou d'architecture d'un site ont un impact direct sur votre empreinte carbone numérique. En résumé, il existe donc 4 grandes familles de recommandations: UX, UI, back-end, front-end, stratégique et architecture hébergement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.